Chapitre 7. Huile à friture et sauce à hamburger. Au travail, les jours suivants, Joël et Guylaine feignent l'indifférence. Seuls quelques signes très discrets les unissent. Vers la fin d'un quart de travail, Joël glisse une petite note dans la poche de l'uniforme de Guylaine. C'est un rendez-vous secret au parc du Puy à 4 heures précises. Malgré leurs précautions, Marteau se doute bien qu'il y a anguille sous roche. Son humeur ne s'est pas améliorée envers les jeunes travailleuses placées sous sa tutelle. Au contraire, elle est demeurée très méfiante envers Guylaine surtout, dont elle surveille les moindres agissements. Toutefois, elle ne peut que rarement satisfaire son envie de vengeance contre Guylaine, qui est une excellente travailleuse. Toujours assidue, consciencieuse et empressée, elle est vite devenue, aux yeux de ses compagnes, une serveuse modèle. Pour Marteau, cette efficacité s'éclipse devant la jalousie envers Guylaine, surtout depuis le jour où elle l'a surprise dans le bureau seule avec son fiancé Joël. Pendant que Marteau travaille jusqu'à 6 heures, Joël et Guylaine se rencontrent au parc. « Bonjour, Guy. » « Salut, Joël. » Ils se regardent et ne savent trop comment amorcer la conversation. Tous deux se savent dans une situation clandestine et se sentent un peu mal à l'aise. Sans plus, Joël prend la main de son ami et les voilà qui marchent dans le sentier menant au banc sous les arbres ombrageux. L'après-midi est splendide en cette mi-juin et une chaleur bienfaisante réchauffe leur corps et leur cœur. Ils s'assoient l'un près de l'autre sur un banc public. « Comment sont les fleurs de ton père? » demande Joël de façon narquoise. Guylaine le regarde avec un petit sourire embarrassé et répond « Cette plate-bande ne sera plus jamais pareille. Blague à part, dès le lendemain, ma mère a acheté un semis de pourpierre, les fleurs favorites de mon père, et il a tout réparé. Ça ne paraît même plus. Ça n'a rien fait pour me rendre sympathique auprès de lui. Peut-être, mais pour moi, tu es bien spécial, et c'est ce qui compte. » À ces mots, elle appuie sa tête sur le bras de Joël. « J'ai beaucoup pensé à nous trois. »« Nous trois? » reprend Guylaine surprise. « Oui, Marcel, toi et moi. » Elle a de belles qualités, mais aussi un très vilain défaut de jalousie qui rend notre relation plutôt difficile. Il s'arrête. Ce qu'il veut ajouter lui vient avec difficulté. Guylaine attend, perplexe. J'ai longuement pensé à nous deux aussi. Je ne me sens pas honnête de t'offrir mon amour, pas à cause de Marcel, car je sais ne plus l'aimer, mais surtout à cause de notre différence d'âge. Tes parents ont sans doute raison de craindre, à cause de cet écart, que tu m'aimes. Un instant de silence lourd pèse sur eux, tandis que Joël attend la réplique de sa compagne. Gravement, elle dit « Je connais bien des couples qui ont une différence d'âge assez marquée et qui sont heureux ensemble. Tu te souviens peut-être du professeur à l'école intermédiaire Saint-Pierre qui aimait une de ses élèves. Ils se sont fréquentés en secret et lorsqu'elle eut atteint 19 ans, lui en avait 28, ils se sont mariés. Et tous s'accordent à dire qu'ils forment un couple idéal. » Surpris d'un tel plaidoyer, Joël demeure à la fois étonné et heureux. Il regarde Guylaine droit dans les yeux puis s'approche d'elle. Guylaine, attendrie, ferme les yeux et leurs lèvres s'unissent en un ardent baiser. Tout juin semble fondre sur eux en ce moment spécial. Quelle chaleur réconfortante enveloppe le jeune couple en leur première preuve d'amour. Ils sont tirés de ce charme par la rigolade de deux garçonnets qui ont été témoins de la scène et observent le couple en format des X avec leur index, geste qui signifie en leur code puéril l'amour. Joël regarde son ami et lui aussi fait ce signe auquel Guylaine répond d'un rire tout ému. Au travail,
Marcel assigne à Guylaine les corvées les plus difficiles. Plus souvent qu'à son tour, Guylaine doit laver les planchers, vider les sacs à ordures et nettoyer les salles de toilette. Malgré ce travail de concierge, Guylaine tient bon. Elle demeure à son poste et tente d'améliorer son rendement. Sa raison primordiale de persister est Joël avec qui elle travaille et les quelques rencontres secrètes qu'il trame à l'insu de Marcel. C'est jeudi soir, jour de paye. Le restaurant est bondé de clients et tous les employés s'affairent comme des fourmis dans une fourmilière. Guylaine est la préposée aux frites. Il faut remplir les paniers de métal de frites crues et ensuite déposer ces paniers dans les friteuses d'huile bouillante. Lorsque le signal automatique se fait entendre, la préposée doit les retirer de la graisse, les accrocher à l'égouttoir de la friteuse et laisser égoutter la graisse quelques instants. Après, elle vide les paniers de frites dans le bac en acier inoxydable. Là, les serveuses viennent s'approvisionner avec une petite pelle en forme d'entonnoir qui place les frites debout dans les récipients de carton. Les clients qui reçoivent ces frites ignorent tout le travail qu'ont requis ces petites gâteries. En effet, Guylaine, ce jour-là, a les mains endolories de ce travail ardu et répétitif et toujours sous le contrôle sévère de Marcel, qui ne manque jamais l'occasion de la critiquer. Au moment où Guylaine retire un lourd panier de frites de l'huile à friture, elle est violemment heurtée dans le dos. Elle est propulsée vers l'avant et le panier de frites retombe dans l'huile qui l'éclabousse. Guylaine lance un cri affreux. Toute activité s'arrête dans le restaurant et travailleurs et clients regardent, se tordent de douleur la jeune serveuse. Elle secoue ses mains et les frotte sur son uniforme, tentant d'enlever la graisse brûlante qui brûle la peau comme des tissons ardents. Joël est le premier arrivé à son secours. D'une serviette, il lui recouvre les mains, épongeant les éclaboussures d'huile. Marcel, elle, joue l'innocence. J'ai glissé sur le plancher huileux, j'ai perdu l'équilibre et donné involontairement un coup. C'est un accident. Sans se préoccuper de Marcel, Joël entraîne déjà Guylaine vers la salle du personnel. Christian les suit. « Remplis le lavabo d'eau froide, lui commande Joël. Tout de suite, répond Christian qui les a rejoints. L'accidenté pleure de douleur. Mets tes mains dans l'eau, ça te fera moins mal. Oui, oui, ça brûle moins, s'exclame Guylaine soulagée par l'eau froide. Christian appelle une ambulance. Elle devra se rendre tout de suite à l'hôpital. Ce ne sera pas nécessaire, réchigne Guylaine alarmée à cette perspective. Ah si, c'est nécessaire. Ces brûlures doivent être traitées dès maintenant pour éviter l'infection et une mauvaise cicatrisation. Comprenant la gravité de ces brûlures, Guylaine pleure. Le bras réconfortant de Joël autour de sa taille la console. Alors que Marcel descend pour s'excuser, Joël lui ordonne avec sévérité « Monte voir au travail! Nous en reparlerons plus tard. Moi, je vais conduire Guylaine à l'hôpital. » À ces mots secs, Marteau ne peut qu'obéir. Furieuse, elle remonte. « L'ambulance arrivera bientôt, » annonce Christian. « Bon, va l'accueillir dehors. Tu feras descendre les ambulanciers. Fais vite. » Christian est déjà parti. Lynn, témoin de l'accident, arrive nerveuse, les yeux en larmes. « Ça va, Guylaine? »« C'est mieux maintenant que j'ai les mains dans l'eau froide. Ça enlève la brûlure. » Lynn, sors la trousse de premiers soins et amène-la ici. Elle accourt à ses ordres. « Bon, donne-moi l'onguent antiseptique, le gros récipient, oui, celui-là. Ouvre-le. Sors aussi de sa boîte la gaz en bande. Donne ici. Guylaine, sors une main de l'eau et éponge-la très légèrement sur sa serviette. » Aussitôt fait, Joël enduit cette main d'une épaisse couche d'onguent. Déjà, il enroule la gauze autour de chaque doigt, puis toute la main qui bientôt a l'air de celle d'une momie. La dextérité de Joël étonne Guylaine au point qu'elle dit « Où as-tu appris cette technique? » « J'ai suivi les cours de premiers soins des ambulanciers Saint-Jean. » Sans rien ajouter, il fait de même avec l'autre main. « L'ambulance arrive! » crie Lynn.
En peu de temps, la blessée est couchée sur la civière et on la porte à l'ambulance qui démarre en direction de l'hôpital. Joël est monté à bord. « Je vais avec toi, Guylaine. Ne t'en fais pas. Le pire est passé. »« Merci, Joël. Tu as été brave et tellement efficace. Ce n'est rien. »« Qui prendra notre place au restaurant? Nous étions si occupés. Laisse faire le restaurant. Ils se débrouilleront. L'important, c'est de bien prendre soin de toi. Tu as eu de la chance de n'avoir que des éclaboussures et de ne pas plonger les mains entières dans l'huile. Dans quelques jours, tu seras guéri, tu verras. » Guylaine le regarde avec un si beau sourire que Joël se sent tout récompensé de ses soins. Au travail, l'atmosphère est tendue. Bien que Marcel répète à tout venant que son geste a été accidentel, on la soupçonne avec raison. La persécution dont Guylaine a été victime depuis son entrée au Resto Vite ne laisse planer aucun doute dans l'esprit des employés sur les intentions malveillantes de Marteau. Pour se disculper, cette dernière fait même parvenir une magnifique corbeille de fleurs à sa rivale. De son côté, Guylaine se garde bien de l'accuser, même si, en son fort intérieur, elle a des raisons de la soupçonner. Le lendemain de l'événement malheureux, les autorités du restaurant tiennent une réunion d'urgence pour discuter de sécurité au travail. Une allusion de blâme envers Marteau fait soudain pâlir celle-ci de rage. Après avoir invectivé ses collègues, elle se prépare à partir. Violemment, elle enfile son casque de moto. Tous entendent un plouch. La sauce à hamburger dégoûte en abondance tout autour de son casque. En un instant, son visage entier est recouvert d'une épaisse sauce. Un rire instinctif résonne par toute l'assemblée devant ce spectacle de vaudeville. Joël surtout rit au point qu'il tombe de sa chaise. Christian, lui, plié en deux, se tient les flancs. De son côté, Marcel est tellement abasourdi qu'elle reste là et laisse la sauce couler de son casque. Soudain, elle lance un juron, enlève son casque et le projette avec une telle violence qu'il fracasse la vitre de la porte et s'écrase contre le mur du couloir. Rapide comme l'éclair, elle sort de la salle. On se tord de rire, même M. Smith, le responsable du personnel, en dépit de ses efforts pour reprendre son sérieux, rigole bien malgré lui. Ce n'est que 5 bonnes minutes plus tard qu'il réussit à obtenir assez de calme pour demander « Qui est le responsable? » Rien ni personne, mais l'effort en valait le spectacle, pense-t-il. La réunion est terminée, ajoute M. Smith, qui a peine à conserver son sérieux. Au sortir de la salle, Christian a ce petit sourire narquois des plus beaux moments de ses meilleurs tours.